2 millions de personnes sont concernées par le TDAH en France, soit 5% des enfants et près de 3% des adultes. Comment on accompagne ces jeunes à l'école, comment on les accompagne dans l'entreprise, Ouais, voilà, c'est jeune et c'est moins jeune. Aujourd'hui, on détecte beaucoup trop des petites choses qui ne correspondent pas à la norme et du coup, on met ces étiquettes et avec le risque de gros problèmes après au niveau intégration dans l'entreprise aussi, parce qu'encore à l'école, on est aidé, mais trouver après des employeurs qui disent « Oula, handicap invisible, est-ce que je vais embaucher, est-ce que je vais prendre le risque ?» Salut Mélissa. Salut Sandrine. Comment ça va? Très bien et toi? Bah super. Je suis d'autant plus ravie d'être là aujourd'hui parce qu'on a des invités chers à notre cœur, à mon cœur en tout cas. Bah, ou deux. Et on va parler d'un sujet que je ne connais pas forcément, mais c'est un vrai sujet qui a beaucoup d'importance et je suis certaine qu'on peut faire des choses. Il s'agit du handicap invisible. Et donc pour l'occasion, on reçoit qui? Nous recevons 2 invités, Élodie et Barbara, et si vous souhaitez vous présenter, c'est le moment. Bonjour, je m'appelle Élodie. Et on a la chance de travailler avec Élodie. Oui, on travaille avec Élodie. Et pourquoi on travaille avec Élodie? Élodie, pourquoi on travaille avec toi? Eh ben parce que je travaille chez Formaflow en tant que responsable administrative. Une belle rencontre. Oui. Oui, tout à fait. Et je suis là avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler de mon expérience avec ma fille aînée, qui est atteinte d'un handicap. Invisible. Tout à fait. Voilà. Très bien. Merci. Barbara. Bonjour, donc je m'appelle Barbara, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis évopédagogue et en tant qu'évopédagogue, j'accompagne depuis plus de 10 ans le handicap invisible, donc que ce soit le TDAH, le DIS, le TSA. Voilà, avec succès pour aider ces personnes-là justement d'améliorer et de surmonter leurs problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse. Je connais Barbara depuis quelques années maintenant. Et quand elle a évoqué l'évopédagogie, c'est quelque chose qui était une notion complètement éloignée. J'arrivais pas à, même si tu vas nous l'expliquer quand même. Donc, Oui. c'est la pédagogie et en étant en mouvement. Et c'est une méthode qui vient d'Allemagne. Et ça a toujours été même flou, même si c'était très bien expliqué, ou alors je comprenais pas tout. Mais et quand j'ai été dans les locaux de Barbara, parce qu'elle a tout un équipement spécifique, j'ai compris. Et du coup, ouais, le mouvement vu de l'extérieur, c'est un peu peut-être abstrait, mais en tout cas, c'est des choses simples. Et je l'ai testé, et c'était un moment qui m'a fait adhérer à cette pédagogie. Donc, Voilà. si je peux peut-être expliquer brièvement juste les principes de base, on sait aujourd'hui que le cerveau est malléable, c'est-à-dire à tout moment, on peut aider à reconnecter des choses qui sont déconnectées, ce qui se passe essentiellement en situation de stress. Et ces blocages-là, une fois dans la tête, dans le cerveau, sont immédiatement visibles dans le corps, parce que c'est tellement lié. Nos capacités mentales sont liées à nos capacités physiques. Tout ce qu'on ne sait pas faire physiquement, on ne saura pas le concevoir ou imaginer. Et nous, on se sert de cette connaissance-là, entre autres, pour mettre en évidence dans le corps des blocages au niveau cerveau et avec des mouvements très spécifiques, résorber, à un entraînement physique, résorber les connexions, disons, le manque de connexion et aider la personne à créer des connexions qui vont lui permettre de mieux gérer les situations qu'avant, en fait. Voilà, c'est ça le principe de base de la méthode. Ok. Ouais, donc quand on parle donc super intéressant. Et quand on parle de handicap invisible, on parle de maladies chroniques telles que le diabète, la sclérose en plaques, les maladies de Crohn, etc. On parle aussi de troubles psychiques, ce que tu as abordé, le stress, la dépression, les troubles anxieux, la bipolarité aussi. Il y a également les troubles cognitifs et neurodéveloppementaux, comme la dyslexie, TDAH, troubles de la mémoire, de l'attention, tout ce que tu expliquais vraiment en intro de ce podcast. On a les troubles sensoriels légers et non visibles, c'est-à-dire une surdité partielle ou encore une déficience visuelle discrète. C'est vrai que ça se voit pas, mais c'est un handicap. Ou encore la fatigue chronique est vue comme un handicap invisible. Absolument.
Pourquoi on dit handicap invisible? Parce que par définition, c'est que ça ne se voit pas, donc ça ne se repère pas immédiatement. Donc ça c'est comme ça ne se voit pas. C'est très compliqué. Voilà. Et pour nous, c'était hyper important de faire ce podcast parce que on aime donner la parole, justement, peut-être à ceux qu'on ne voit pas ou on n'entend pas parler assez, suffisamment. Et effectivement, ce podcast, il est important parce que aujourd'hui, c'est un peu plus détecté. Et donc, du coup, on est de plus en plus dans notre quotidien de formatrice. Ouais. On est de plus en plus confronté à des formes de handicap. Et notre vocation première, c'est de les accompagner. Et c'est vrai que on est un peu désarmé. Et donc ça, c'est notre vision à nous. C'est pas qu'on veut pas, c'est que parfois on sait pas. Et même si on s'informe sur le sujet, donc ça a vraiment une importance majeure pour nous. Moi, je sais que j'accompagne parfois des personnes en situation de dyslexie, les dys comme on appelle. Et quand je prends du temps avec eux, je trouve qu'ils développent une forme de créativité que les autres n'ont pas, ils compensent pas de la même manière. Et donc je vois des enfants ou des jeunes qui ont un joli parcours et ils ont des handicaps invisibles et ça se passe. Tout est possible. Oui. Encore faut-il savoir comment faire. Et là, c'est vrai que vos retours à toutes les deux d'expérience va nous aider. Moi, je me sens complètement désarmée. C'est un vrai problème aujourd'hui dans l'éducation nationale. Hein. Il faut savoir que les enseignants n'ont pas de formation spécifique au handicap invisible. Donc, dans la scolarité, ce qui va beaucoup poser problème, c'est effectivement le TDAH, le multidys, etc. Il n'y a aucune formation. Il faut déjà que ce soit l'initiative. Il faut que le professeur, donc là, je parle de l'éducation nationale, il faut que ce soit la demande du professeur qui ne pourra pas forcément se rendre disponible sur les temps de formation, mais il n'y a pas de formation telle que dispensée pour les professeurs. Donc, c'est vraiment à la volonté de la personne qui va se retrouver en face de votre enfant. On a quelques chiffres qui expliquent que les élèves en situation de handicap sont de 468 300 en milieu ordinaire en 2023 et 59 500 étudiants en enseignement supérieur et que dans ces chiffres-là, une partie d'eux représente un handicap invisible. Donc, c'est énorme. Et il y en a de plus en plus. Ça, on aura l'occasion d'en parler après sur la détection. Puisque moi, Léa, à 23 ans, j'ai pu voir l'évolution, effectivement, de la détection de ces troubles invisibles, de ce handicap invisible. Et effectivement, il peut arriver aujourd'hui à l'école que dans une classe, il y ait maintenant plusieurs enfants détectés. Et pourtant, les enseignants qui sont avec eux et en face d'eux ne sont pas plus accompagnés. 2 millions de personnes sont concernées par le TDAH en France, soit 5% des enfants et près de 3% des adultes. C'est quand même énorme. Alors, si je peux me permettre, aujourd'hui, ces diagnostics sont, voilà, il y a de diagnostics et est-ce qu'il est écrit dans le marbre? De notre point de vue et notre expérience de 35 ans d'évopédagogie en total de la méthode et de l'accompagnement de ces personnes-là, ben, c'est un peu, je dirais pas un fourre-tout, mais il y a différentes causes au TDAH et aujourd'hui, les neuroscientifiques et les chercheurs admettent d'ailleurs qu'ils ne connaissent pas les causes. Il y a des pistes de génétique, il y a des pistes de génétique, dopamine, voilà. Est-ce qu'il y aura pas trop de dopamine dans le sang, donc je dirais matérialisée de façon médicamentale. Mais tout ça, c'est que des suppositions. On ne connaît pas encore réellement la source du TDAH, ni d'ailleurs de la dyslexie, et qui augmente à grands pas. Pourquoi cette explosion? Parce qu'il y a une réelle explosion aujourd'hui. Il y a des chiffres là-dessus. Ça a vraiment littéralement explosé. Parce qu'on les détecte peut-être plus facilement. Alors c'est pas une explication unique. C'est pas. Il y a de ça. Mais moi ma question c'est est-ce qu'on détecte pas trop? Parce que du coup, voilà, je suis complètement. C'est l'argument facile de pouvoir mettre un enfant qui est un peu turbulent dans une classe, de le mettre dans une case. Exactement. Et en fait, le fait de les mettre dans une case ne va pas leur permettre de pouvoir évoluer aussi facilement. À partir du moment où, là je pense que tu me rejoins, c'est qu'à partir du moment où il y a un diagnostic qui est posé, tout le monde va se reposer sur ce diagnostic en disant c'est normal, il est TDAH, il est 10, il est tout ce que tu veux. Et en fait du coup, on attend de je ne sais pas qui d'ailleurs,
parce que on ne sait pas de qui attendre la solution. Ouais, bah ouais. Et on oublie que cet enfant, qu'il soit diagnostiqué ou pas, en fait, on cherche juste à l'accompagner. Alors, donc, pour moi, une des raisons, c'est aussi qu'on a restreint la définition de ce qui était normal. C'est-à-dire un enfant qui bougeait beaucoup il y a 50 ans, mon père était comme ça, il bougeait énormément, il avait la possibilité de sortir après l'école, en Allemagne, aller en montagne, se défouler, personne n'aurait pensé qu'il était TDAH. Je suis sûre qu'aujourd'hui, en l'empêchant de pouvoir vivre ce besoin de bouger et de le laisser dans une classe 8 heures par jour, il aurait un TDAH. Alors que pareil, il n'avait aucun problème dans sa vie. Par ailleurs, il a bien managé sa vie. Donc la question, c'est pour moi aussi, il faudrait regarder comment est-ce que ça a évolué cette définition de qu'est-ce qui est normal. Donc jusqu'à quel point il est normal de pouvoir se concentrer. Ou pas. Donc, d'un point de vue neuroscientifique, toujours parce que notre méthode se base sur les neurosciences, notre cerveau n'est pas fait pour se concentrer en permanence. C'est-à-dire, quand on regarde l'évolution, pouvoir focaliser, c'est important, mais si on ne fait que ça, on risque de sa vie. À l'époque, l'homme de Cro-Magnon, il pouvait être bouffé par... voilà. Ça empêche aussi la créativité. Plus on focalise sur quelque chose, moins on est ouvert à la créativité, à l'innovation, etc. Donc, pour nous, de mon point de vue, il y a quelque chose qui est devenu très important parce que ça a été défini comme ça, c'est-à-dire la concentration, le fait de ne pas bouger. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en dehors de ce cadre qui a été défini à un moment donné de façon beaucoup plus restreinte qu'à une époque. Et donc, pour moi, après, voilà, c'est mon point de vue et mon expérience. C'est peut-être cette augmentation de diagnostic peut être aussi éventuellement liée à ça. Et alors là, moi, ça me laisse sans voix parce que c'est une approche que j'avais. Donc, je savais bien qu'on avait de plus en plus de personnes avec diagnostiquées avec des handicaps invisibles. Mais du coup, tu es en train de nous dire que ça veut dire que les règles, on remet dans une nouvelle case de nouveaux handicaps. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Et c'est ça la question. Donc la réponse aujourd'hui, c'est le médicament la plupart du temps. Et c'est là que je trouve il serait important de chercher peut-être d'autres solutions. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait dans notre méthode. Et ça existe. Quand on se base vraiment sur le neurosciences, il y a plein de solutions qui se présentent à nous parce qu'on comprend qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui aussi le terme de neurodiversité, c'est un grand sujet. Et souvent on se rend compte que des personnes TDAH, TSA, 10, c'est des personnes qui ont un fonctionnement cérébral différent. Voilà, donc ça, c'est aussi une piste, dans les pistes qui est explorée. Et est-ce que c'est un trouble ou est-ce que c'est une chance, en fait? Parce que justement, toujours notre expérience de 35 ans d'accompagnement dans la méthode de ces personnes-là, c'est justement ces personnes-là qui ont une très grande intelligence, par ailleurs, qui ont une très grande créativité, capacité à innover, mais qui ne regardent pas le monde de la même façon que les autres. Et aujourd'hui, il y en aurait 10%, donc 1 sur 10. Donc ça veut dire effectivement dans une classe, plusieurs personnes qui ont juste un cerveau qui fonctionne autrement et de ce fait-là ne rentrent pas dans ce qu'on leur demande à l'école. Alors moi, faut juste, excuse-moi, par rapport au diagnostic, il faut quand même savoir que donc là, le TDAH, je ne suis pas concernée, je ne sais pas comment c'est diagnostiqué, mais dans tout ce qui va être trouble 10, etc., dès qu'on y a une suspicion d'une particularité, on fait ce qu'on appelle un WISC, d'accord, qui est un test fait par un neuropsychologue. Donc c'est soit accompagné par l'école, avec les psychologues scolaires ont le droit de le faire, soit en cabinet privé. Ça coûte extrêmement cher, donc il faut le savoir aussi. Tout le monde ne peut pas arriver à ce diagnostic. Et le WISC, finalement, va déterminer dans l'absolu votre intelligence. D'accord? Donc, par exemple, dans le cas de Léa, je suis toujours tombée, elle en a fait plusieurs durant son parcours d'enfant et d'adolescence, je suis toujours tombée sur de très bons neuropsys qui m'ont toujours bien expliqué qu'on n'allait pas du tout relever, mais sinon, on aurait aussi pu la mettre dans la case avec un QI très faible. Pourquoi? Parce que ce sont des tests de logique. Elle a un gros problème de logique, donc forcément, elle a toute une partie du test qui tombe. Donc leurs tests sont mal conçus? Non, parce qu'on estime que tu ne rentres pas dans la case de la normalité. Donc, on a eu cette chance, si tu veux, de ne pas avoir de mauvaises interprétations et en nous disant attention, on est obligé de faire le test, ça fait partie des choses obligatoires dans les parcours de handicap et de prise en charge.
Mais ce diagnostic peut être très violent aussi. Oui, absolument. Donc, j'ai pas dit tout à l'heure comment je suis arrivée à la méthode. C'est donc grâce à mon fils qui avait des problèmes à l'école et je cherchais des solutions. Il était lent, il était absent, il se concentrait pas. Et on a fait le WISC effectivement. Voilà. Et il était juste en dessous de la moyenne à l'époque, soi-disant. Pourquoi? Parce que si les personnes sont en stress pendant le WISC, évidemment, ils n'ont pas les mêmes capacités. Exactement. S'ils sont pas en stress. Et ces personnes neurodivers sont souvent en stress, en situation de manque de temps, quand on les limite en temps. Donc, qu'est-ce que ces tests de le dire? Oui, c'était des tests de logique, effectivement, mais il me semble que même le psychologue aujourd'hui se rend compte qu'il y a toute cette partie créativité qui est exclue et qu'il y a quand même de l'intelligence aussi, qui n'est pas logique et qui n'est pas inclus. Et puis, il me semble qu'ils ont essayé d'adapter effectivement un peu leurs tests depuis. Est-ce que c'est lié à la France, le fait de ne pas intégrer justement la créativité ou c'est général? Oh non, c'est plutôt général. Quand même, c'est Ah, je sais pas, je Je demande pense parce que le domaine, je sais pas quoi, des psychologues, enfin, je sais pas comment utiliser quel terme, mais se concertent. Donc non, c'est pas spécifique à la France. En fait, je pose cette question parce que on entend souvent qu'en Angleterre, ils ont une pédagogie différente où tu as du sport, où tu as des moments de créativité, où on n'est pas en cours comme en France. Oui, mais alors là, du coup, c'est plus lié au handicap. Ok. C'est la pédagogie qui est effectivement différente avec des temps qui sont accordés pour justement la concentration. Hein. Bah oui. Avec l'école le matin, par exemple, avec de l'activité physique l'après-midi, ou ne pas avoir cette journée. Par contre, il y a qu'en France où on a ces journées pleines des tout petits. On les a depuis 50 ans. On l'a toujours eu. Ça a toujours été ce même rythme-là. C'est peut-être pas pour ça. C'est peut-être pas ça qui explique le fait que on diagnostique de plus en plus de handicap invisible. Non, mais on n'avait pas la connaissance du handicap invisible avant. En fait, c'est ça, tu vois, je pense qu'avant, effectivement, un enfant qui bougeait dans une classe, oh là là, oh tu bouges trop, va au coin, la dysgraphie, par exemple. Donc moi, ma fille, on ne peut pas la relire, d'accord? Elle est obligée, donc elle a été, on lui a appris à utiliser l'ordinateur, etc. Combien tu vas entendre à qui on a dit toute leur scolarité qu'ils ont eu une écriture de cochon, qu'ils savaient pas écrire et former les lettres? Par exemple, on a eu des parcours comme ça, donc c'est des enfants qui n'ont peut-être pas été diagnostiqués là-dessus, et à qui on a dit arrête, t'écris comme un cochon, par exemple. Mais je peux t'en citer plein. Ou avant, effectivement, ce manque de recul par rapport au handicap invisible aussi. Où en fait là, on n'accuse personne. Non. C'est la connaissance. C'est l'évolution qui a progressé. Et c'est tant mieux parce qu'à un moment donné, alors c'est absolument pas parfait, etc. Mais aujourd'hui, une fois qu'on a posé le diagnostic, on fait comment? Et comment on accompagne ces jeunes à l'école? Comment on les accompagne dans l'entreprise? Ces jeunes et ces moins jeunes. Comment on fait? Donc les tests sont là, ils sont pas parfaits. Il y a des choses encore à évoluer. On sait pas d'où ça vient. Forcément, est-ce qu'on bouge plus, moins? Est-ce que ça relève du médical? On sait pas trop. Mais en tout cas, il y a un diagnostic qui n'existait pas il y a quelques années en arrière. Donc maintenant, ça reste un parcours du combattant parce que du biais de la scolarité, ça reste quand même à la famille de faire les démarches. Et on n'est pas tous égaux, d'accord, en termes de disponibilité, en termes de réception aussi, parce qu'il y a des familles qui n'acceptent pas ce diagnostic, d'accord, d'avoir un enfant différent, en termes de moyens. Et ça, c'est vraiment le bas qui blesse. Dans le parcours de ma fille, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu les moyens de la mettre dans une scolarité privée et en plus un concept très novateur, etc., adapté, qu'elle a pu aller là où elle en est. Je n'aurais pas eu les moyens, elle partait dans les voies scolaires classiques où elle n'aurait pas du tout pu s'épanouir. Donc il y a un vrai problème de ressources. Et effectivement, on laisse beaucoup à la charge des familles. Aujourd'hui, les établissements scolaires, quand même, font beaucoup d'efforts pour diagnostiquer, pour aider au diagnostic. Donc même des efforts financiers pour aider les familles au diagnostic, et puis pour mettre en place des choses. Voilà. Après, il y a des structures qui existent où les parents n'ont pas payé, mais c'est des listes d'attente.
Parce qu'après, il y a ça, il y a la psychomotricité, l'ergothérapie, l'orthophoniste, etc. Tout ça, ce sont des choses qui, si elles ne sont pas faites en centre, sont à la charge financière des parents. D'accord. Alors, moi, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la formation des enseignants. Pour moi, ça commencerait déjà là. C'est-à-dire avoir une meilleure connaissance de ce qu'ils voient, de pouvoir comprendre pourquoi un enfant n'arrive pas à apprendre à lire ou à écrire, qu'est-ce qui est derrière un TDAH, pourquoi l'enfant bouge en permanence en classe, et donc d'avoir une meilleure compréhension et des moyens d'intervention à ce niveau-là qui pourraient déjà améliorer ces problèmes que les enfants rencontrent en classe. Avant de envoyer tout de suite vers un diagnostic, c'est ça que je veux dire, parce que de notre expérience, c'est souvent c'est en situation de stress que ces comportements se déclenchent. Et quand on regarde bien, souvent quand je demande en séance, alors est-ce qu'il se concentre jamais, est-ce qu'il bouge tout le temps? Mais non, une fois sur un PC pendant 5 heures, la concentration totale. Donc voilà. Donc notre expérience montre que c'est peut-être à l'école que ça se déclenche ou dans certaines situations. Et donc une meilleure compréhension et un accompagnement tout de suite en classe par les enseignants, aussi après en entreprise, ça pourrait aider à mieux comprendre ce qui se passe et exploiter par contre cette intelligence souvent assez incroyable et créativité de ces personnes-là. Ça sera déjà un premier pas. Après, il y a des études qui existent qui montrent que quand on a une étiquette, quand on parlait d'étiquette TDAH, je suis TDAH, quand les enfants, dès qu'on leur dit quelque chose, ah bah maintenant je suis TDAH. Et j'aime bien cette approche-là parce qu'effectivement, c'est le contre-pied. On ne sait pas, il y a un problème de comportement, on ne sait pas, donc du coup, tu es comme ça. Voilà, donc comprendre. Mais l'enfant il se repose aussi dessus, oui, c'est normal. Il se cache derrière ça. Bah oui. Mais c'est pas de ma faute. Il y a des mais études... c'est humain. Exactement, c'est humain. Peut pas. Et donc il y a des études qui montrent clairement que si on a une étiquette où on pense de soi-même quelque chose, et tout le monde nous le dit, donc ça doit être vrai en tant qu'on est enfant, on croit ce que disent les adultes. Ben on va finalement devenir ce qu'on nous dit. Et ça, pour moi, c'est terrible. C'est pour ça que je suis. Alors il est important d'avoir des diagnostics, évidemment. Pour pouvoir aider, c'est clair. Donc c'est pas contre le diagnostic, mais c'est peut-être aujourd'hui pour moi beaucoup trop rapide et voilà. Donc aujourd'hui on tombe dans l'autre extrême. Voilà. On détectait pas. Aujourd'hui on détecte beaucoup trop des petites choses qui ne correspondent pas à la norme et du coup on met ces étiquettes et avec le risque de gros problèmes après au niveau intégration dans l'entreprise aussi, parce que encore à l'école on est aidé, mais trouver après des employeurs qui disent « Oh là, handicap invisible, est-ce que je vais embaucher? Est-ce que je vais prendre le risque ?» Alors que s'ils savaient qu'il y a plein d'avantages à ça, c'est-à-dire ces personnes-là sont souvent très créatives, très motivées, peuvent apporter énormément à l'entreprise par ailleurs. Donc ça serait pour moi important pour les aider. Voilà, ça serait pour moi une des voies de solution. Alors une fois qu'on a dit ça, donc effectivement accompagner le corps enseignant sur des détections. En même temps, on est très lié à l'humain parce que effectivement, on n'a pas besoin d'avoir fait d'études en neurosciences pour détecter un enfant qui bouge ou un étudiant qui est en souffrance ou et si on est un peu attentif, on le détecte. Oui. Alors, ok, on le détecte. Parce qu'on est dans l'humain, parce qu'on est parent, parce qu'on est sensible à ça. Peut-être pas tout le monde, mais la grande majorité du corps enseignant l'est quand même, sinon il ferait pas ce métier. Mais en même temps, une fois que tu as dit ça, tu le dis à qui et tu fais quoi? Et c'est ça, la détection aujourd'hui, on a poussé ça très loin, tout le monde est sensibilisé à ça et surtout le corps enseignant, ce qui est très bien. Mais c'est là, qu'est-ce que je fais? J'oriente vers le médical. Nous, dans notre méthode, on a développé justement des outils qui permettent à l'enseignant directement en classe, même dans un groupe classe, à apporter des solutions à l'enfant pour qu'il puisse évoluer, pour qu'il puisse ne pas être différent, pour qu'il puisse intégrer finalement ce qu'il doit intégrer ou se comporter de façon plus adaptée en classe. Et donc, en sachant ça, donc ça existe, on le pratique depuis longtemps et mon souhait, ça serait de pouvoir apporter ça à l'école. C'est vrai, c'est ce que j'essaye depuis 10 ans, mais l'école, effectivement, l'éducation nationale reste très fermée à tout ce qui est nouvelles évolutions pédagogiques. Voilà. Alors, au changement, parce que je pense que ça demande
une façon de fonctionner radicalement différente, parce que si tu intègres des nouveaux outils, alors déjà changer de pédagogie c'est compliqué, mais en même temps des outils à destination on va dire, je me rappelle plus les chiffres, mais s'il y a 10% des enfants en situation de handicap invisible dans la classe, tu peux pas tout révolutionner parce que tu as les autres. Et c'est voilà. Alors je sais que maintenant il y a une loi qui a été créée en 2005. Donc moi quand j'ai démarré à travailler, le handicap en entreprise, je savais même pas ce que c'était. Hein. Donc du coup et à l'école j'imagine que c'était encore très très loin. Donc il y a eu des avancées sur la gestion du handicap, mais voilà trouver le juste milieu. Ou alors des écoles mais spécialisées, Bah mais non, sinon tu les remets dans les cases. Ouais. du coup avec ces diagnostics qui sont hyper tu recrées quelque chose sur lequel tu voulais sortir quoi. Donc Mais là ta pédagogie typiquement, il faudrait pouvoir l'enseigner à la source, c'est-à-dire à l'école. L'école des instituts, elle n'existe plus. Non, mais t'as quand même une année obligatoire où t'es à la moitié de ton temps tu es en cours et la moitié de l'autre temps tu es en formation quoi. Alors, c'est vrai que notre technique, mais il y en a plein d'autres qui commencent à être il y a plein de solutions en fait qui existent, mais que pour l'instant ne sont pas encore vraiment rentrées dans l'éducation nationale. Mais parce que effectivement, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'inclusion. Hein, c'est là aussi, voilà. Et c'est ça en fait la question, c'est quoi l'inclusion, qui est souvent confondue avec l'intégration. Intégration, ça veut dire quoi? C'est je suis dans le système et je suis dedans, mais je dois m'adapter à ce qui est demandé. Hein. On essaye à ce que je puisse m'adapter à ce qui est demandé. Donc, dans le système scolaire, typiquement, un enfant 10 va être avec une AESH dans la classe. Donc, on va dire, ah, super, il est intégré. J'ai une classe Ulysse dans l'établissement. Donc, il y a une intégration. Alors, la classe Ulysse, est-ce que tu peux expliquer? Ah oui, merci. Ulysse, c'est justement une classe spécifique au sein d'un établissement qui va prendre des enfants avec des handicaps invisibles. Est-ce que c'était pas à l'époque le SECPA? Non, SECPA, c'est la même. Ah non, c'est pas pareil, C'est pas pareil. Non. SECPA, c'est des enfants qui, justement, ont des problèmes non diagnostiqués, mais des problèmes énormes d'après ce que j'ai compris, en malheureusement, et qui sont pareils mis à part pour pas freiner, je crois, le reste. Oui, sauf qu'aujourd'hui, la SECPA, plus spécifiquement. La SECPA, c'est un peu, ça reste une classe un peu fourre-tout, c'est-à-dire que exactement. à la fin de ton primaire, si tu as des difficultés scolaires, si tu as des problèmes de comportement, si tu as effectivement des troubles, tu vas être orienté en SECPA. Mais du coup, c'est pas forcément adapté. Moi, typiquement, pourquoi j'ai sorti Léa du public, c'est qu'à la fin de son primaire, elle a été orientée donc en SECPA avec une motricité fine très défaillante. D'accord, donc elle a vraiment eu beaucoup de mal à utiliser ses mains. Et donc en SECPA, on lui a dit tu vas faire ménage, maçonnerie ou service en salle. Donc j'ai dit c'est pas possible parce que du coup avec ses problèmes de motricité, elle va pas pouvoir s'adapter. Ah si, il y a que ça. Donc voilà, on en revient là. J'ai dû la sortir pour la mettre dans un autre contexte. Donc la SECPA, c'est le problème, c'est un peu fourre-tout. Et l'Ulysse, en fait, tu ne suis pas vraiment un cursus, tu ne suis pas tes années. Tu vois, tu passes pas de ta 6e à ta 5e, de ta 5e à ta 4e. On est vraiment sur des compétences. Et en fonction de ce que tu es capable de faire, tu vas intégrer des cours normaux. Donc, il y en a qui vont être principalement en cours normaux de leur niveau et qui vont être que quelques heures en Ulysse, ou inversement, sont beaucoup dans la classe Ulysse avec que quelques heures sur des matières un peu plus légères, on va dire, qu'ils peuvent suivre. Et ça va jusqu'au lycée. Oui. Et donc ça, c'est cette intégration. On essaye quand même d'intégrer ces enfants-là pour qu'ils puissent suivre ce qui est demandé, les cursus scolaires, etc. L'inclusion, c'est pas ça. Et aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'inclusion, mais en fait, on parle d'intégration. Inclusion, c'est le vivre ensemble. C'est vraiment, c'est-à-dire, j'accepte chacun comme il est. Je m'adapte à lui, donc c'est le système qui devrait s'adapter vraiment à tout le monde et ouvrir aussi à beaucoup plus de compétences. Chacun a des forces, chacun a des talents, et même ces enfants-là, quand on regarde bien, donc ils ont plein de compétences et qui pourraient même d'ailleurs enseigner aux autres, que ce soit en comportement social parfois, et donc ce qui n'est pas évalué à l'école. Donc c'est aussi la question,
qu'est-ce qu'on évalue réellement à l'école, hein, c'est des savoirs aujourd'hui. Moi, je dis souvent, c'est à l'école, il faut savoir écrire, lire, mémoriser et recracher ce qu'on a appris. Voilà, c'est les compétences qu'on a. Pour réussir, c'est quand même en gros ça. Mais il y a plein de compétences qui sont pas évaluées. Hein. Par ailleurs, la créativité, les besoins, il y a plein de choses qui sont pas évaluées. Le comportement social, l'empathie, etc. Oui, j'allais dire le civisme. Dans les apprentissages, on nous apprend que, enfin, il y a des niveaux et en fonction de l'avancement des programmes, on passe par le savoir-faire et le savoir-être aussi. Oui, ça c'est en formation professionnelle. Ouais, en formation professionnelle. Mais en même temps, en formation professionnelle, on n'a pas que des adultes, hein, on a des jeunes aussi. Alors, ils sont majeurs, mais Des fois, non. Mais des fois non, en plus. Et ils sont, c'est des jeunes et qui arrivent avec aussi leur bagage. Alors là où je vous rejoins, c'est sur la forme de. Alors moi, j'appelle ça, je les trouve plutôt créatifs, mais je devrais peut-être pas employer le terme. En tout cas, ils compensent. Et mais l'être humain, on est comme ça. Si on a une défaillance quelque part, on compense différemment. Quand une personne a des difficultés pour voir, elle va développer l'ouïe, ses autres sens, etc. Donc là, on vient de parler de l'école. Donc j'aimerais bien que vous me fassiez votre retour. Donc tu en as un peu parlé, Élodie, mais du retour de ton parcours, toi, Barbara, avec l'accompagnement de ton fils. Et après, on s'arrêtera là pour avoir après la vision de l'intégration. J'ai employé le bon mot, hein, et pas inclusion, de l'intégration dans l'entreprise. C'était pas ce mot-là qu'il fallait en avoir. Bah justement, nous on aimerait que ce soit de l'inclusion et aujourd'hui c'est de l'intégration. Ok. Alors des personnes parlent d'inclusion, mais dans aujourd'hui c'est le terme. Hein. Vous avez raison, c'est l'inclusion qui est utilisée, mais ce n'est pas une vraie inclusion. Oui, c'est l'intégration, mais c'est pas une vraie intégration. Et donc je viens de participer à un webinaire par ailleurs où un monsieur très haut niveau scolaire a dit l'intégration, l'inclusion, il a mis ça au même niveau. Il faut savoir, c'est deux choses différentes, mais presque opposées, et qui aujourd'hui sont traitées de la même façon. C'est la plupart des gens qui parlent d'inclusion, et j'ai eu le cas pour un recteur d'académie qui parlait d'inclusion et comme quoi ils ouvraient les classes du lycée à bout de bras et que c'était long. Et j'ai essayé de lui expliquer qu'en fait, dans les faits, c'était l'intégration qu'il faisait, donc il pouvait pas arriver à l'inclusion. Si dans le fait on fait l'intégration, on peut pas arriver à l'inclusion. Mais est-ce que l'intégration c'est pas une étape de l'inclusion? Pour moi non. Ça empêche l'inclusion réellement puisque la personne va s'adapter, elle va pas pouvoir vivre ses talents et ses forces et être considérée comme égale. Hein. On parle aujourd'hui de diversité de notre société, on est divers. Le problème aujourd'hui, c'est que le futur, il est très complexe, hein, c'est de plus en plus complexe, et on ne sait pas de quel talent on aura besoin dans le futur. Alors que si on ne favorise pas tous les talents qui sont dans quels qu'ils soient, donc pour moi c'est vraiment presque un problème sociétal. Et puis en entreprise pareil, si il y a des talents qui sont en jachère et qu'on ne saura jamais qu'ils sont là, on ne pourrait pas s'en servir si on fait de l'intégration, c'est-à-dire l'adaptation au système. Et ça laisse sans voix. Ça laisse sans voix parce que moi j'ai pas et j'aurais tendance à penser avec ma vision qui est pas du tout argumentée parce que c'est un sujet, le handicap invisible, que je découvre. Mais en même temps, on peut pas partir de là, d'en bas, parce que du coup, on détecte. Tu disais à juste titre qu'on détectait trop, et du coup, à force de détecter, on peut pas tout changer parce que, comme dans une entreprise, etc., on va travailler pour le cœur de là où il y a la masse. Enfin, voilà, et on peut pas, ou alors il faut vraiment se spécialiser et mettre des spécialistes partout. Et là, ça prend quand même du temps. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Il y a des étapes et du coup, peut-être que l'intégration, ça fait partie de l'étape. La loi sur reconnaître le handicap, etc. 2005, c'était hier. C'était hier. Et comment tu expliques que, par exemple, il y a 50 ans en arrière, alors oui, effectivement, on pouvait aller courir l'après-midi, etc., mais il n'y a pas que ça. Et du coup, il y en avait des personnes en situation de handicap invisible il y a 50 ans en arrière. Et donc, ça a drôlement évolué. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer avec une baguette magique,
Moi, je suis absolument pour que toutes les choses soient facilitées. En l'occurrence, le parcours des parents, parce qu'effectivement, il y a la volonté, la capacité à accompagner ses enfants et surtout les ressources matérielles. Ah oui, oui, oui. Donc clairement, si ta fille n'avait pas été encadrée de cette manière-là et accompagnée par ses parents, et ben ça aurait été bien plus compliqué. Tout à fait. Donc voilà, est-ce qu'il y en a une baguette magique? Et donc c'est pour ça l'intégration peut être une étape à l'inclusion. Alors, il n'y a pas de baguette magique, c'est un processus. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas du jour au lendemain qu'on va changer ça, mais c'est par cette prise de conscience. Donc, de se prendre conscience qu'il y a pas que ça, il y a ces personnes-là ont d'énormes capacités, d'aller les chercher peut-être aussi là où on cherchait pas avant, et de se rendre compte en fait. Donc, je pense que c'est ça, ce processus qui va permettre. Et d'en parler. Parce que justement, il y a une différence entre les générations par rapport au handicap et à la reconnaissance de l'handicap. Si on prend ma génération. Oui. Du coup, ma génération, on a grandi, franchement, dans une société où le handicap, ça n'existait pas. C'était privé. Ça restait dans la sphère privée. Il n'y avait pas, ou alors on voyait, c'était un handicap visible. Donc, à l'école, donc je parlais de la loi de 2005, ça n'existait pas. Mais alors, ça n'existait pas. Et si aujourd'hui, on essaye de détecter et que même le corps enseignant, il est plus sensibilisé, etc. Alors moi, mes instits de mon époque, t'avais le bon point ou pas le bon point, sinon t'allais au piquet. Et ce matin, on a enregistré un épisode et effectivement, moi, je pense qu'à un moment donné, je devais développer quelque chose. Je me suis cruellement ennuyée à l'école. Donc, j'ai pas raté ma vie, mais je me suis ennuyée à l'école. Mais c'était comme ça. Enfin, tu t'ennuies, tu y vas, puis voilà. Ta génération, toi? Alors nous, la Y, on en parlait un peu plus, mais souvent sans vraiment savoir comment agir, puisque nouveaux termes qui arrivent, etc. Et puis, t'es jeune, comment tu veux agir sur ces. Tu sais que ça existe. Mais on était plus conscients. Déjà pour moi, c'est à ce moment-là que ça a commencé. On avait discuté en off avec Elodie et Barbara pendant un webinaire avec l'asso. Et j'avais expliqué que dans ma famille, effectivement, on avait été confronté à un diagnostic sur l'hyperactivité, parce qu'avant ça s'appelait comme ça, et que socialement c'était effectivement hyper compliqué pour cette personne parce que j'avais vu le désintérêt général, le fait que cette personne soit mise dans une case, rejetée, parce que perturbant, turbulent. Et tout ce qui va avec, quoi. Et donc on commençait à avoir conscience, parce que c'était effectivement aussi un parcours du combattant. Alors je pourrais pas vous tout recontextualiser parce que je pense que j'ai occulté une partie, mais c'était extrêmement compliqué de ce qui me reste en mémoire. Et voilà, mais on commençait à voir ces handicaps invisibles. Mais c'était même pas nommé handicap invisible, c'était t'as un problème, quoi. Voilà. Non mais oui. Ouais. Sur la génération Z, je vais rebondir sur ce que tu disais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont complètement décomplexés sur le sujet. Ils sont de plus en plus détectés. Et du coup, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Et donc là, du coup, ils nous renvoient un truc où peut-être qu'ils nous renvoient aussi à nous, les encadrants ou les accompagnants, en disant ah ouais, et donc du coup c'était ça, on fait quoi? Rien, t'es ça, on a accepté, on a diagnostiqué. Je sais pas, moi je trouve que cette génération elle est quand même plus inclusive de manière générale. Ouais. Donc ça vient, c'est ce que je dis, mais c'est un processus et moi je trouve aussi que disons, nous, notre philosophie, c'est de dire, OK, tu es comme ça, que je t'accepte, inclusion, tu es comme ça. Sauf que notre expérience montre, parce que tu disais tout à l'heure, ces enfants compensent après, ils sont très créatifs à compenser. Nous, dans notre métier, c'est ça qu'on regarde. Quelle est ta compensation? C'est-à-dire, quelle est la compétence qui te manquerait pour gérer au mieux? Et c'est ça qu'on va entraîner comme compétence. Donc, on va leur donner des compétences complémentaires, pour que ça devienne plus facile pour eux.
Et voilà, donc ne pas laisser l'enfant là et dire bah t'es comme ça, mais de dire mais en fait est-ce que donc le cerveau est malléable, hein, plasticité du cerveau, on peut à tout moment améliorer les choses et c'est ça aussi, ça serait dans les solutions. Pourquoi pas regarder bah, à l'école, en entreprise, d'accord t'es comme ça, mais comment est-ce qu'on peut t'aider à sortir de cette compensation éventuellement, hein, si c'est possible, c'est pas toujours possible, mais notre expérience montre que dans beaucoup de cas il y a des améliorations possibles. Et là, la personne, elle découvre son vrai potentiel. Et l'entreprise aussi, l'école aussi. Et ça, c'est très beau. Et comme tu es dans une tendance hyper positive et que j'adore ça, si vous le souhaitez maintenant, parler de votre expérience avec vos enfants, parce que c'est positif. C'est quand même s'il y a eu un parcours du combattant, parce que vous avez mis les moyens, la structure, l'accompagnement. Bah c'est aujourd'hui une grande victoire de se dire qu'elle en est arrivée là où elle en est aujourd'hui. C'est possible, exactement. Et ça a créé chez elle une forme de détermination et de courage. Voilà, je suis très admirative de ça chez elle. C'est quand même assez incroyable. Après, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que la Gen Z arrive vers toi en disant bah voilà, moi je suis ça, on fait comment? Et je pense que c'est ce qui pose des difficultés en entreprise. C'est qu'aujourd'hui, donc ils ont été habitués depuis longtemps à avoir entre guillemets cette étiquette ou tout au moins en sachant quelles sont leurs difficultés. Donc ils ont eu leur parcours à l'école, où ils ont pu le dire, le matérialiser, être accompagnés, parce qu'il y a quand même, on a été assez critique, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place, hein, pour les aménagements aux épreuves, la possibilité. Moi, dès la 6e, elle a utilisé un ordinateur, elle avait une ergothérapeute qui intervenait au collège. Il y a des choses quand même, hein, qui sont très très bien et qui ont été mises en place. Donc, si tu veux, c'est cette habitude d'avoir été prise en charge et accompagnée, arriver dans le monde, dans l'entreprise, il n'y a plus rien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, c'est une grande difficulté parce que déjà pour trouver un contrat d'apprentissage, la question est-ce qu'on le dit ou pas? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous le dites pour, ouais, voilà, pour être honnête ou pour vous dire en même temps, je suis désolée, mais c'est une réalité. Ça peut peut-être l'aider aussi de le dire parce que elle va rentrer dans un quota ou il ou elle va rentrer dans un quota. Voilà, tout à fait. C'est une vraie question à se poser sur chaque cas. C'est en toute bienveillance que je dis ça, hein, vraiment, c'est pas. Tu as raison et la question se pose. Donc Léa a fait un BTS en apprentissage, donc une première année en initiale, une deuxième année en apprentissage. Donc on a cherché, donc et c'est là où cette volonté, elle a fait 100 candidatures, elle a tapé aux portes partout, etc. Et on se posait à chaque fois la question de savoir de le dire ou pas. On a fini par le minimiser. Ok. D'accord? On l'a minimisé. Mais tu veux dire quoi, minimiser? On a minimisé le handicap. Vous l'avez pas dit? Elle l'a dit, parce que de toute façon, dès sa prise de poste sur un poste administratif, ça allait se voir. Donc, elle l'a dit, mais effectivement, elle a minimisé et ça s'est très 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 mal terminé. Ah. D'accord? Donc avec une entreprise qui n'a pas du tout pris en compte le handicap et qui n'a pas souhaité l'accompagner et qui l'a même, on peut dire, maltraité psychologiquement. D'accord? Donc c'est pourquoi? Mais parce que elle n'a pas cherché à savoir. Donc on s'est posé la question de savoir peut-être justement à l'arrivée, on n'a pas été clair sur le handicap, sur comment elle devait être accompagnée, etc. Enfin, vous savez ce que c'est l'apprentissage. Il arrive un moment où il faut le trouver, le contrat, donc on le prend. Oui. D'accord? Mais là, le rôle de parent, il est aussi compliqué puisque Léa était majeure. Quelle est la place du parent? D'accord? Je ne peux pas être en relation directe avec l'entreprise. Sinon, si je suis en relation directe, ça décrédibilise l'autonomie de ma fille. Enfin bon, donc c'est tout un. Wow. C'est quand même beaucoup de questions à se poser. Et donc ensuite, elle a fait elle a eu son BTS, voilà. Et maintenant, on avait compris que l'orientation de l'administratif n'était pas forcément une bonne idée, et donc elle a fait un service civique en animation auprès des personnes âgées. Et là, ça a été une révélation. Le travail de sa vie, le public de sa vie, voilà. Donc là, vraiment, se dire, mais c'est ça que je veux, les personnes âgées l'adorent, tout le monde la réclame, donc vraiment, en plus, une satisfaction personnelle énorme. Et donc là, tu disais, là, on a pu voir la compensation qu'elle a eue. Sa relation sociale
par rapport à des personnes qui étaient un peu plus vulnérables. Et donc, elle s'est sentie, pour une fois, dans une posture qui était différente de la sienne, où à chaque fois, c'est elle qui est en difficulté. Là, elle accompagne des personnes qui sont en difficulté. Donc, vraiment, une révélation. Donc, on repart dans les études. Et donc là, elle fait un BPGEPS en apprentissage. Et là, de nouveau, donc là, elle était bien accompagnée, mais se pose quand même la question de l'accompagnement du handicap en entreprise. C'est-à-dire que sur le service civique, tout se passait bien. Elle a du mal à gérer les deux choses en même temps, l'apprentissage et la formation. C'est très compliqué pour elle. Elle travaille énormément. Ça lui demande des ressources énormes. Et donc, je pense qu'effectivement, peut-être un peu moins efficace en entreprise, hein, c'est vrai. Mais comment l'accompagner? Et là, c'est plus difficile. Parce que pas de prise de recul sur l'adaptabilité du poste. Ouais. Encore un sujet. Ah, c'est sûr, parce qu'en fait, c'est une excellente exécutante. Ses troubles font qu'elle n'a pas de prise d'initiative, et ça, ce n'est pas reconnu. Voilà, on dit que bon. Oui, ça reste un parcours. Hein, ça reste compliqué. Donc, je suis sûre qu'elle y arrivera, mais effectivement, l'entreprise doit aussi être en capacité de relever les compétences, comme tu l'exprimes très bien, les compétences que ces adultes maintenant ont et peuvent apporter à l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un rayon de soleil dans cette EHPAD. Vraiment, elle est appréciée, les personnes âgées adorent faire des activités avec elle, etc. Donc c'est ça, il faudrait pouvoir garder ça et l'accompagner différemment sur un poste. Mais je ne blâme pas son encadrement, c'est compliqué aussi, parce que on en revient, ils n'ont pas forcément les outils pour l'accompagner. Ouais. Et puis là, moi je dirais oui, elle compense à ne pas y aller. Donc nous, ce qu'on entraînerait, c'est la compétence à justement à entraîner cette compétence qui est bloquée éventuellement. Il faudrait voir est-ce qu'elle est bloquée et entraîner à ce qu'elle ait cette possibilité-là. Voilà. Et donc mon fils, c'était un peu une autre expérience. Donc lui, pareil, donc depuis l'âge de 3 ans, des accompagnements, prise en charge, etc. Et le problème parfois de ça, c'est que ça ne marche pas. L'enfant se rend compte que avec tout ce qu'il fait, il n'arrive pas à l'école à faire ce qu'on lui demande et s'améliorer. Et là, il est arrivé en 3e à la conclusion à quoi bon dans cette vie, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je n'y arriverai jamais. Et là, heureusement, j'ai pu me former et j'ai pu l'aider avec la méthode que je pratique. Aujourd'hui, il a 26 ans et il a trouvé un métier qui lui plaît et je pense que ça, c'est une clé énorme pour ces enfants-là. Une fois qu'ils ont trouvé ce qui leur plaît, il y aura plus de soucis. Donc, il fait un métier où il faut vraiment se concentrer, il est cordiste, donc il est sur la corde. Aujourd'hui, plus personne parle de problèmes de concentration, d'organisation, etc. Voilà, donc c'est ça en fait. Si je peux donner un conseil, c'est essayer de trouver ce qui leur plaît réellement, et là ils vont exceller parce qu'ils ont d'énormes capacités en fait. Et donc le problème aujourd'hui, il est sur corde. Et il n'a jamais eu vraiment à l'époque, c'était il y a 20 ans, le diagnostic TDAH. C'était juste il a des problèmes de concentration, il est lent, etc. Aujourd'hui, dans son métier, s'il disait qu'il était TDAH, il n'aurait aucune chance. Alors que ça fait depuis 2 ans qu'il travaille sur corde, personne n'a jamais vu qu'il avait un problème de concentration. C'est marrant ce que tu dis, enfin c'est pas marrant, mais dans mon entourage, c'est couvreur. Couvreur, voilà. Et donc, il est passionné par ça et il n'y a pas de problème. Et système de hauteur de risque, mais pas trop, nanana, enfin. C'est ça, mais c'est la force, hein. Il est très agile, donc physiquement, etc. Et donc, je me suis rendu compte, donc grâce à ça, c'est que s'il avait eu ce TDAH, aujourd'hui dans son travail, il y a des tests qui lui demandent est-ce que vous êtes TDAH, évidemment, parce qu'il veut, il n'est pas obligé de cocher la case, mais parce qu'il ne l'est plus non plus. Voilà, il veut peut-être faire pilote. S'il était TDAH dans son dossier médical, ça lui barrerait peut-être la route vers des choses qu'il aimerait faire, alors que il n'a plus de problème de concentration aujourd'hui. Voilà, donc d'où aussi cette question. C'est vraiment un sujet, je trouve, très intéressant. Et c'est là où est-ce que le handicap va évoluer ou pas. Moi, je sais que dans la situation de Léa, il n'évoluera pas. Voilà, donc exactement. Il a fallu la diagnostiquer pour qu'elle puisse, dans sa vie d'adulte,
être aidée, parce que nous, on a un problème d'autonomie aussi, C'est ça. d'accord, à savoir si elle pourra être autonome. Donc, tu as raison. C'est à un moment donné, ce diagnostic, il est aussi de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer? Et auquel cas, bah, regarde-toi, tu as bien fait, Ah oui. puisque aujourd'hui, ça pourrait l'empêcher de faire l'activité. Ou est-ce que effectivement, bah, c'est une situation qui n'évoluera pas? Et là, il peut être bénéfique Pour mettre en place le dispositif. bah, notamment, là, on disait, hein, dans l'apprentissage, effectivement, hein, j'ai tout de suite fait la demande de la reconnaissance de travailleurs handicapés parce que il y a des entreprises qui ont besoin de remplir les quotas. Et c'est pas grave, c'est bien aussi. Oui, parce que Oui, on justement, revient sur les enfin, quotas, c'est pas toujours négatif. Non, c'est pas toujours négatif, tout à fait. Oui, Parce et puis, que justement, ils peuvent regarder ta candidature avec un intérêt supplémentaire, et bah tant mieux pour cette personne-là. et puis effectivement, il y a des handicaps qui sont évolutifs. Aujourd'hui, la MDPH, Tout à fait. d'ailleurs, il faut refaire des demandes parce qu'il y a des handicaps qui peuvent être là à un certain moment et pas plus tard. D'ailleurs, dans les invisibles, hein, c'est ça aussi l'intérêt, effectivement, de se dire Oui. c'est évolutif et d'où l'intérêt de bien distinguer est-ce que c'est toujours là ou pas là. Ouais. Eh ben alors moi, on a quand même bien fait le tour de la question et en fin de compte, je suis très peu intervenue, contrairement à mon habitude où je parle tout le temps, parce que j'étais à l'écoute. Et Ah oui. et vous êtes votre retour d'expérience et votre objectivité et de parler en toute transparence, c'est vous qui allez faire changer les choses et qui allez sensibiliser des personnes comme moi, par exemple, où je demande que ça et je me poserai la question encore plus différemment. Comment je peux faire? Et je peux faire avec pas grand-chose, on peut faire. Exactement. C'est la volonté. C'est de la volonté. Mais tu vois, jusqu'à présent, mon discours, c'était de dire, moi, il n'y a pas de problème. J'ai la volonté. Mais tu fais un complexe en disant, mais j'ai la volonté, mais je sais pas faire. Ou alors, j'ai un peu peur, hein. Ouais, mais moi, je crois qu'avec, comme on disait avec la Gen Z, eh ben, demande-leur. Parce qu'ils ont tellement été habitués à être accompagnés que eux-mêmes vont te donner les moyens de les accompagner. Absolument. Tu sais que moi je pose souvent la question quand Ouais. voilà on a des alternants qui chez qui c'est identifié et qu'ils n'ont pas de Ouais. tabou, je pose est-ce que c'est bon là pour toi? Est-ce qu'il faut que je change mes supports? Est-ce que ça va? Est-ce que Ils tout sont va bien? habitués, Est-ce ils que savent. t'entends? J'ai Il posé y a la... aucune mauvaise réaction, aucune et pas du tout. Non, c'est très bien, merci. Non, est-ce que tu peux juste changer la couleur là? OK. Et moi, hier encore, je posais la question parce que je pose. Alors, un truc que je fais, je ne faisais pas avant, hein. Un truc que je fais, c'est que maintenant, quand je commence un nouveau dispositif, je dis, est-ce qu'il y a des handicaps signalés et au référent handicap, hein. Et donc hier, on m'a dit oui, dans cette classe, il y a une personne, etc. Ok, pas de problème. Et donc là, je demande rien et je vais voir le gamin et je lui dis bon alors reste 2 minutes, j'ai quelques questions à te poser. Et il m'a dit ah bah non c'est cool, vos projetés, vous me les mettez là, machin, truc. Il dit s'il y a un problème, je vous le dis, mais non c'est bon, c'est Ouais, parfait. ils sont décomplexés. Mais moi ça me fait du bien, donc j'y vais encore plus, j'irai facilement poser la question. Voilà, il faut y aller. Vous êtes sur une génération qui a été habituée à être encadrée et à savoir qu'est-ce qui va permettre de compenser au mieux leur handicap. Alors allez-y, posez-leur la question. Après, bah tu vas avoir le problème de ceux qui n'ont pas été diagnostiqués ou des choses comme ça, où effectivement ils n'ont peut-être pas eu l'habitude dans leur parcours scolaire. Mais la plupart vont avoir cette habitude de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour être le mieux accompagné. C'est ça, c'est une très bonne solution. Nous, dans la base de notre pédagogie, on dit au lieu d'affirmer, il faudrait poser plus de questions. Et en fait, pourquoi pas poser la question de quoi tu as besoin, de comment je peux t'aider, où est-ce que ça bloque. Et on construit la solution Mais oui. ensemble. Mais on est obligé. Et d'avoir un regard nouveau, hein, donc juste changer Mm. d'angle de vue, être peut-être plus ouvert et regarder les choses autrement. Donc c'est ce que on espère provoquer avec cette intervention peut-être. Mais et moi je trouve que ça c'était précieux. Je vous écoute attentivement, ça me laisse sans voix. Mais ce qu'il y a, c'est que vous démocratisez, c'est pas le terme, vous rendez accessible le handicap.
Enfin, vous allez dire, oui, c'est possible. Si on fait ça, c'est possible. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit de pas grand-chose. Ouais, vraiment, vraiment. Hein. Mais du coup, nous, quand on parle de TDAH, de 10 et qu'on sort la bipolarité, le machin, on fait quoi nous devant? Nous, c'est médical. Et donc on se dit mais on n'a aucune valeur ajoutée sur le sujet, quoi. Et on risque de faire des vraies bêtises. Donc on a peur. Et c'est vrai que je regarderais les choses un peu différemment et encore plus la sensation de pouvoir faire à mon niveau pas grand-chose, mais quelque chose. Et ne serait-ce que l'intérêt, en fait. Tu vas leur porter de l'intérêt. Oui, alors oui, bon, oui. Tu leur emportes de l'intérêt, c'est pas ça, mais c'est que tu as eu aussi. Mais oui, mais leur poser la question de savoir comment tu peux les accompagner, c'est quand même un soulagement et je pense que c'est important pour ces personnes-là. Et dans l'entreprise, moi je rebondis. C'est l'entreprise. Ça, on le fait à l'école. Ça commence à avancer, mais l'entreprise. À partir du moment où elle accueille une personne en situation de handicap, c'est simplement, dès l'arrivée, lui demander comment on va t'accompagner, etc. Donc, dans les grandes entreprises, ils le font parce que il y a des référents handicap très identifiés, des gros services, etc. Mais on le sait, c'est pas la majorité des recrutements. Mais juste poser la question et de se dire que ces personnes-là seront des employés beaucoup plus performants que la plupart de leurs autres employés, parce que cette volonté de faire, de réussir, je pense que les PME, TPE, ce qui est quand même le tissu économique de la France, c'est pas parce que ils le souhaitent pas, c'est que pareil, ils savent pas. Non. Et ils savent pas comment gérer, alors qu'il suffit de pas grand-chose pour gérer. Il suffit de pas grand-chose. Et donc du coup, je pense que c'est effectivement l'étape où il va falloir vraiment communiquer un dialogue et dialoguer. Ouais. Ouais, donc créer du lien. Et créer du lien, ouais. Parce que nous sommes des créatrices de liens. Ouais, créatrices de liens, c'est mignon. Ce qui serait intéressant, c'est d'enregistrer un podcast avec des entreprises. Des entreprises, mais pas que. Et de taille intermédiaire. Oui. Pour moi, il faut aussi, à ce moment, sur ce sujet, interviewer en tout cas, des Gen Z ou X ou Y avec des handicaps invisibles. Ah ouais. Oui, mais on peut tout imaginer, mais vraiment mettre en avant l'entreprise, pourquoi elle fait pas la démarche de prendre une personne en situation de handicap par peur, parce que c'est pas adapté. Enfin voilà, pour identifier un petit peu et effectivement après créer un dialogue avec la Gen Z et toutes les générations confondues. C'était un sujet, on pourrait encore en parler longtemps, non? Alors, j'ai peut-être une dernière chose à dire. Quand quelqu'un vient en séance chez moi, souvent on me dit est-ce que j'amène le diagnostic, les bilans, etc. Et moi je dis non, j'en ai pas besoin. Peu importe qui vient chez moi, c'est une personne qui a un problème à résoudre, qui a une difficulté, que ce soit quelqu'un de trisomique, TDAH ou tout à fait un manager en stress. Voilà. C'est la seule question est comment je peux l'aider à surmonter cette difficulté. Et je pense que si on prend cette attitude de dire c'est une personne qui a un problème, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. L'étiquette, ça arrangera déjà beaucoup de choses. Et pour moi c'est ça l'inclusion. Je t'accepte, tu es différent, tu as des difficultés, mais moi je suis là pour les comprendre et t'aider à en sortir comme je peux. On peut pas toujours, mais ça serait déjà un premier pas. Je sais pas si... Tout à fait. Moi, j'aimerais bien avoir des retours d'expérience justement des auditeurs qui nous écoutent ou qui découvriront cet épisode par rapport à des situations vécues de par leur handicap invisible en entreprise et à l'école, justement parce que plus on connaîtra leurs obstacles, plus on arrivera à proposer des formes de pédagogie, que ce soit en cours ou au travail. Si certains d'entre vous, vous vous sentez concernés ou vous êtes concernés par le handicap invisible, n'hésitez pas à nous écrire sur notre boîte mail ou via nos réseaux sociaux. Donc, à vos claviers? Oui. Mais ce sera de l'anonymat, il n'y a aucun souci. C'est vraiment pour faire avancer, et faire avancer le sujet parce que c'est vu les chiffres dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, il faut faire quelque chose, faut arrêter toutes ces cases et accepter la différence, quoi. Ouais. Et on finit toujours de façon philosophique, c'est très bizarre. On va devenir des philosophes. Non, moi je vais rester
Je fais juste rester sur ce que tu as dit, Barbara, parce que ça ouvre le champ des possibles et j'avais pas du tout intégré. C'est juste poser la question. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et peut-être que je peux rien faire, mais je vais aller chercher l'info. Peut-être que voilà, c'est comme ça. Mais si je peux faire quelque chose, je te garantis que je le fais. Et ça, on va rester sur ça, ça me plaît. Ouais, T'es d'accord? tout à fait. Et toi, Mélissa? Non, bah oui. Ah Oui, ben oui, oui. oui. En tout cas, c'était un moment suspendu, Ouais. mais suspendu. Des fois, c'est très léger. C'était pas lourd du tout, mais ça amène beaucoup de réflexion et ça m'a nourri de quelque chose de particulier. Et ça va rester. Je suis certaine. Donc merci. Merci. Merci à vous, Ouais. voilà, Mais c'était avec d'avoir abordé plaisir. ce sujet, c'est important. Indispensable. Et d'ailleurs, on le savait que ça allait être un épisode Moi, ça qui- m'émeut même. qui a Ça se dit voilà d'utilité. Oui, tu peux. Tu as le droit. C'est pas parce que t'es une X que tu dois refouler tes sentiments. Ah, elle m'a mis dans une case bing bing. Hein. On a filmé justement cet échange, donc je vous le dis, je ne sais pas s'il sortira en même temps que la vidéo sortira en même temps que le podcast, mais elle sortira parce que c'était important pour nous de mettre vraiment là des images sur tous ces mots. Voilà, donc il faudra aller checker à un moment sur YouTube. On se dit à très vite. Oui, très vite. merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Elle t'a dit au revoir.